Bonjour à tous. Avec mes collègues, Madame Ergotte et Madame Muller, nous avions envie de vous proposer quelque chose de différent en mathématiques cette semaine. Et au hasard de mes recherches sur le net, pendant les vacances, j'ai découvert les travaux que je qualifierais d'extraordinaires de recherche de M. Mansuy, un jurassien habitant à Publi. Je l'ai rencontré et il a accepté de vous les présenter et de partager avec vous les raisons qui l'y ont conduit. Je vais à présent lire un texte qu'il vous a écrit et vous proposer les images pour l'illustrer. Je m'appelle Frédéric Mansuy. Ma scolarité a été laborieuse et j'y ai mis un terme une fois arrivé en première. Après quoi, je me suis orienté vers un apprentissage de tisserand, une formation plus qu'enrichissante. Je suis devenu conducteur offset dans l'imprimerie. Je suis avant tout curieux des choses de la nature. Cette curiosité n'a de frontières que celle imposée par tous les outils d'investigation et d'observation dont l'humanité dispose actuellement. Je me passionne donc aussi bien pour les phénomènes célestes que pour la recherche en physique des particules, qui sont les briques de base servant à construire tout ce qui existe. Entre ces deux extrêmes, il y a bien sûr nous, les hommes, et l'environnement dans lequel nous évoluons, qui est absolument nécessaire à notre survie, d'où l'importance d'y être attentif et respectueux. Bien évidemment, nous n'avons pas tous sous la main un télescope puissant, un microscope ou encore moins un détecteur de particules, ni la connaissance suffisante pour interpréter et analyser les observations faites avec de tels instruments. On peut cependant se faire une idée générale de la recherche dans ces domaines grâce aux magazines de vulgarisation scientifique ou par Internet. En plus, depuis toujours, l'homme tente de trouver sa place et vivre harmonieusement dans son environnement naturel qui lui procure de quoi subsister et s'épanouir. Et je ne pense pas qu'il y réussisse mieux en possédant de tels outils. Pourquoi donc cette course frénétique au progrès ? L'homme, par sa conscience, sait qu'il est vulnérable et que sa durée dans ce monde est limitée. Il essaie donc par tous les moyens dont il dispose de se rassurer. Il cherche à comprendre, aussi bien par le biais de la recherche scientifique que par celui de la philosophie, de la métaphysique, de la spiritualité. Mais revenons à nos moutons. Depuis l'automne 2011, malgré le peu de bagages scolaires dont je dispose, je me suis lancé dans une recherche géométrique qui a donné de beaux résultats, à tel point qu'ils interpellent maintenant certains chercheurs renommés. On me demande souvent pourquoi j'ai entrepris cette quête et je vais donc tenter d'y répondre. Depuis toujours, j'ai l'esprit de découverte. Quoi de plus excitant et de plus valorisant que de chercher et enfin trouver, peu importe ce que l'on cherche. Une chose est sûre, c'est le cheminement qui compte. Et pour s'assurer un maximum de réussite, il faut être lucide, ne pas vouloir atteindre l'inaccessible, sans quoi on risque de s'exposer à l'orgueil et à la frustration. La nature, quand on va à son contact, est plus que généreuse, elle regorge de trésors. Voilà pourquoi, depuis tout petit, je cueille. Cela peut être des fossiles, des minéraux, des baies, des fleurs, des champignons, des vestiges archéologiques. À chaque fois, c'est l'émerveillement garanti. S'émerveiller de toutes ces petites choses est comme un hommage que l'on rend à la nature et on lui doit bien ça. C'est ensuite pour perfectionner cet art de la découverte que l'on se penche sur l'aspect scientifique des choses. Il est en effet beaucoup plus facile de débusquer un fossile quand on sait
dans quelle couche de terrain il faut le chercher. Également un champignon, quand on sait quelle proximité d'arbre ou de sous-bois il affectionne, etc., etc. Ainsi naît une soif de connaissance. Il faut aussi développer le sens de l'observation, car lui seul nous permet de dénicher certains indices. Faire des corrélations, analyser, déduire, c'est ainsi que l'on devient chercheur. Louis Pasteur disait « Souvenez-vous que dans les champs de l'observation, le hasard ne favorise que les esprits préparés. » Rien ne s'obtient sans travail. Malgré ce que notre société tente parfois de nous faire croire, il faut accepter l'idée d'être bredouille, les échecs, aussi les humiliations. Mais avec de la ténacité, de la persévérance, l'on se trouve vite au seuil de ce qu'il nous semblait hier inaccessible. Ne jamais oublier non plus que nous ne sommes pas seuls. Nous vivons en société, dans un environnement. Nous avons donc des devoirs envers cela. Si l'on se satisfait de la médiocrité, il faut aussi renoncer à l'harmonie et à la beauté. Bien sûr, le critère de beauté dépend de la sensibilité de chacun, de son vécu, de sa propre construction, de l'ensemble de ses connaissances. Mais au-delà des considérations individuelles, je suis convaincu qu'il existe des critères de beauté universels et ce phénomène est directement lié à celui d'équilibre, d'harmonie, de symétrie. Nous y voilà, la symétrie. Entraînez-vous dans votre environnement immédiat à déceler les symétries. Vous apercevrez très vite que malgré la diversité apparente des choses, les symétries sont partout, même quand elles ne nous sautent pas aux yeux et qu'un objet nous semble obéir à aucune règle symétrique, sa construction, à une échelle donnée, quitte à descendre au niveau moléculaire ou atomique, dépend de ces règles. Le phénomène de symétrie n'est pas juste là pour faire beau. Il donne aux choses qui en sont pourvues des caractéristiques physiques et mécaniques bien particulières. Le meilleur exemple pour illustrer cela est de penser qu'un morceau de charbon, votre mine de crayon de papier, en graphite, et un diamant ont exactement la même composition chimique. En effet, ces trois objets sont faits de carbone pur. Pourquoi donc un morceau de charbon est noir, opaque, fragile, alors que le diamant est brillant, translucide, et qu'il est le matériau le plus dur que l'on connaisse sur Terre? La réponse se trouve dans la différence d'organisation symétrique des atomes de carbone dans ces matières qui ne semblent avoir rien en commun. La matière s'organise donc toujours autour du phénomène de symétrie, sans doute à cause d'un principe de base qui veut que toute action entraîne une réaction, et l'on comprend mieux l'importance que cela peut avoir dans la recherche scientifique. Depuis toujours, l'homme utilise les symétries pour l'ornementation de ses ustensiles et outils de son quotidien, pour la fabrication de ses armes, pour ses danses et rituels religieux, etc. C'est sans doute grâce à l'utilisation et à la conscience de ces symétries qui lui sont bénéfiques que l'homme a développé des aptitudes aux sciences, aux mathématiques, à la géométrie et à la philosophie. Les grands philosophes de l'Antiquité dont on parle encore ne dissociaient aucunement ces disciplines. De nos jours, avec les outils modernes et l'ordinateur, la chasse aux symétries continue. Nous les avons classifiés, rangés par groupe, étudiés sous toutes les coutures, et l'on va maintenant les traquer bien au-delà des 3 dimensions spatiales auxquelles on a physiquement accès. Dans l'espace plan, à 2 dimensions, ont été recensés 17 groupes de symétrie. Ils sont tous d'ordre 2, 3, 4 ou 6. Cela veut dire que l'on peut paver l'infinité du plan avec des rectangles, des triangles, des carrés, des hexagones ou des formes directement issues de ceci, mais rien d'autre. Pourquoi donc n'existe-t-il pas de groupe de symétrie d'ordre 5 ?
La symétrie d'ordre 5 fait référence au pentagone ou pentagramme, étoile à 5 branches, et il est impossible de paver l'ensemble du plan avec ces seuls éléments. Pourtant, les exemples de symétrie 5 ne manquent pas dans la nature. On a même l'impression, quand on y regarde de plus près, qu'elle se fait un malin plaisir à en produire. Étoile de mer, oursin, fleurs, etc. Mais qu'est-ce qui pose problème avec cette symétrie, pas comme les autres? Les hommes ont d'ailleurs de tout temps associé cette symétrie au sacré, au divin, à la création universelle, également au diable. Ça fait peur. Alors, déjà, quand ça fait peur, ça m'intéresse. Pourtant, dans les années 1970, un mathématicien et physicien anglais, Roger Penrose, parvient avec 2 briques de base qu'il appelle cerf-volant et fléchette à couvrir le plan en y propageant une symétrie générale d'ordre 5. Ce n'est pourtant pas le premier à avoir obtenu des résultats dans ce sens. Les morts, déjà, avaient découvert les portails de certains de leurs édifices avec des mosaïques présentant des symétries semblables. Les pavages de Penrose représentent pourtant une avancée majeure en ce sens qu'ils permettent de paver l'infinité du plan. Mais il reste une difficulté de taille. Les règles d'accolement des briques de Penrose offrent, après un certain développement, plusieurs possibilités de placement à ces mêmes briques. Il devient par conséquent très difficile de maintenir une symétrie parfaite à long terme. D'autant que les motifs qu'elles produisent se répètent de façon régulière, mais non périodique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de répétition du motif par translation périodique. Ces pavages seront qualifiés de quasi-périodiques. Une autre découverte dans les années 1980 fait trembler le monde des scientifiques, en particulier celui de la cristallographie. Un homme, Daniel Shechtman, vient d'obtenir en laboratoire une cristallisation d'alliage à base d'aluminium présentant une symétrie d'ordre 5. Ce phénomène étant parfaitement inconnu jusqu'à présent dans le monde minéral, cette découverte fut dans un premier temps qualifiée de monstruosité de la nature, et il fallut attendre 2011 pour que son découvreur se voie attribuer un prix Nobel de physique. Reste une question. Comment font tous les atomes, dont la taille est nanométrique, pour s'organiser en une parfaite symétrie d'ordre 5 sur des distances de plusieurs millimètres? Les pavages de Penrose ne satisfaisant pas à y répondre, la question reste entière. Les calculs complexes des astrophysiciens, comme ceux des physiciens des particules, présentent certaines similitudes et les font s'interroger de plus en plus sur la forme de l'univers à toutes les échelles. C'est la théorie de la supersymétrie. Beaucoup pensent qu'elle pourrait être d'ordre 5. Un programme de recherche débute cette année au CERN afin de traquer d'hypothétiques particules supersymétriques. Une des singularités de la symétrie 5 est qu'elle fait obligatoirement appel au nombre irrationnel, à 1 en particulier, phi, qui vaut précisément 1 plus racine carrée de 5 sur 2, ou 1,6, 1, 8, 0, 3, 3, 9, 8, 8, 7, 4, 9, etc. Et je ne m'arrêterai jamais. Encore un truc qui fait peur. On appelle aussi phi nombre d'or ou rapport d'or. C'est ce nombre qui fait la relation entre les différentes longueurs d'un pentagone. Mais on comprend mieux qu'il soit difficile de construire un pavage régulier en utilisant des longueurs de segments et des proportions entre elles qui reposent sur des nombres avec des décimales à l'infini, des nombres qui ne sont pas rationnels. L'homme passe le plus clair de son temps à se rassurer. Il est fini dans sa construction, mais évolue dans un univers infini, qui en plus ne cesse de bouger et de se transformer.
Il a donc